L'idée maintenant, c'est rentrer dans une phase un peu plus de témoignage, de discussion, de retour d'expérience, de repartir encore un peu plus du terrain. Et pour introduire cette séquence témoignage et discussion, donc c'est Nina Lachia, donc qui est ingénieure de recherche au sein de Supagro Montpellier, plus particulièrement au sein de la chaire, et qui est en charge de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique. Et avec elle, on va faire un petit point sur les usages, comme son nom l'indique. Depuis ce matin, on a balayé un certain nombre de solutions potentielles. Et l'idée, c'est avec toi, Nina, avoir une approche peut-être non exhaustive de la question de la réduction des intrants permise par le numérique, mais d'avoir, au travers des études que tu as pu mener dans l'Observatoire, quelques sondes qualitatives qui nous permettent de chiffrer le taux de déploiement de certaines des solutions qu'on a pu voir ce matin. Tout à fait. Merci Pierre, merci aux différents intervenants pour toutes ces présentations qui étaient vraiment très intéressantes, puis finalement qui introduisent bien un petit peu ce qu'on va voir tout de suite. Juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc moi je m'occupe de l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique. Il a maintenant 3 ans, l'Observatoire, comme la chaire, puisque c'est une des actions de la chaire, portée par la chaire agrotique et par Digitac, dont on a aussi parlé ce matin. Donc 3 ans d'existence, donc on a fait un certain nombre d'études. Tous les 3 mois, on s'est focalisé sur une technologie en particulier. On a essayé de voir est-ce que c'était utilisé, par qui, pourquoi faire, etc. Voilà, on a plein de résultats qui sont disponibles en ligne. Et on s'est aussi interrogé aux usages par les différentes filières, que ce soit végétal ou animal. Donc on a pas mal parlé de végétal. Peut-être qu'on pourra parler un petit peu d'animal, même si ça a été un peu le sujet à l'instant. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un résultat d'une nouvelle étude, parce que forcément, il n'y a pas une technologie particulière dédiée à la réduction des intrants, elles y sont toutes un petit peu associées. En discutant avec Nathalie, Léo et Pierre sur cette présentation, on a choisi de se focaliser sur compiler quelques résultats assez emblématiques sur la réduction des intrants, donc quels sont les usages du numérique pour la réduction des intrants. Et pour ça, je vais me baser notamment sur un des dossiers qu'on a fait en 2018 sur les usages du numérique en grande culture. Voilà, donc je ne vais pas forcément citer tous les chiffres qu'on a, ça serait pas forcément passionnant, et en plus vous avez tout en ligne. D'avance, merci. Mais vous avez tout sur les sites. Donc voilà, quels sont les outils utilisés, notamment, donc je vais me focaliser sur la grande culture, mais vous allez voir, je vais faire des petits apartés pour évidemment parler un petit peu des différentes filières. Si on prend l'exemple de la grande culture, qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui utilisé par les agriculteurs ? Il y a 3 grands types d'outils. Il y en a qui sont très fréquemment utilisés. On en a parlé à l'instant. Tout ce qui est traçabilité, application smartphone, c'est vraiment ce qu'on va trouver utilisé par une grande majorité d'agriculteurs. Et aussi tout ce qui est géolocalisation. Là, je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Et tout ce qui est guidage, coupure de tronçons. On a un deuxième type d'outils utilisés plutôt sur l'agriculture de précision en tant que telle, avec tout ce qui est les logiciels d'aide à la décision, les modèles agronomiques, etc. Tout ce qui est télédétection, avions, satellites et drones. Et puis tout ce qui est modulation intraparcellaire, pareil, ça j'y reviendrai. Et puis on a des usages qui sont vraiment encore en développement, encore voire au stade de la recherche du prototype, avec tout ce qui est capteur embarqué, capteur piéton, cartographie du sol et robotique. Voilà, donc ça c'est les résultats d'une étude qu'on a faite en 2018 donc par enquête quantitative et entretien qualitatif. Et juste une précision, on n'est pas sur de la maturité technologique, mais plutôt sur de la maturité d'usage, du taux de déploiement là, en l'occurrence. Maturité d'usage, ça c'est vraiment des résultats de sondage, donc c'est vraiment la parole des utilisateurs qui ont donné ce type de résultats. Alors je vais me focaliser sur 3 résultats assez emblématiques pour la réduction des intrants, donc je vais vraiment utiliser ce filtre-là. Je vais commencer par parler de géolocalisation. C'est un des thèmes phares de l'agriculture de précision, au sens large agriculture numérique. Géolocalisation, on pourrait parler des smartphones ou des GPS piétons. Là, j'aime plutôt me focaliser sur tout ce qui est GNSS embarqué sur tracteur, donc vraiment ce qu'on va trouver sur les machines aujourd'hui. Assez fréquemment utilisé, puisque d'après l'étude qu'on a faite l'année dernière, donc on avait présenté en avril à Montpellier, on avait en gros un agriculteur sur 2 qui était équipé en système de géolocalisation. De plus ou moins grande précision. Si je prends l'exemple de la grande culture, donc en grande culture, c'est l'usage, c'est la filière sur laquelle ce système est le plus utilisé. On est vraiment sur des usages à la fois de très haute précision, avec tout ce qui est RTK, précision centimétrique, et des usages de signaux de moins haute précision, mais quand même assez poussés, plutôt de l'ordre du mètre, avec des corrections gratuites, type EGNOS ou SF1 de John Deere, etc. Quels sont les intrants concernés par ce type d'usage ? Donc, quand je dis géolocalisation, là, je m'intéresse à tout ce qui est guidage, aide au guidage, auto-guidage aussi et coupure de tronçons. Donc en fait l'enjeu là c'est d'être sûr de ne pas passer 2 fois au même endroit, donc gérer tout ce qui est gaspillage et puis aussi de ne pas épandre des produits en dehors de la parcelle, donc aussi éviter le gaspillage. Et là les intrants qui seront concernés c'est tout ce qui est produits phytosanitaires avec tout ce qui est pulvérisation,
les fertilisants, notamment la fertilisation type azote, mais aussi les autres intrants. Tout ce qui est carburant, on en a parlé avec le travail du sol, et puis tout ce qui est semis-plantation. Donc on a vraiment finalement un peu tous les intrants qui sont concernés en grande culture pour tout ce qui est guidage, coupure de tronçons. En maraîchage, on est sur d'autres types d'usages déjà. Il y a une assez grande différence puisque, par exemple, on est sur des usages qui sont loin d'être généralisés, mais on est plutôt sur de l'usage par des grandes exploitations maraîchères, notamment en plein champ, où là, on va plutôt être sur de la géolocalisation de très haute précision, plutôt sur du RTK. Là, les intrants concernés, ça va plutôt être tout ce qui est semi-plantation, et puis associé à ça, le désherbage mécanique. Là, l'enjeu, c'est d'être sûr de ne pas désherber mécaniquement vraiment précisément pour être sûr de ne pas arracher ces plants, d'où de la très haute précision. En culture pérenne, arboriculture, viticulture, on est sur des usages de géolocalisation de précision beaucoup plus faibles. On a soit des tests, des recherches ou des usages très très faibles. Et là, l'enjeu, c'est pas forcément de la très haute précision, mais plutôt à l'échelle du mètre. Et puisqu'on a des rangées, des rangs de vignes ou des rangées d'arbres, l'enjeu, c'est de ne pas passer 2 fois sur le même rang. Donc, on est aussi sur de l'optimisation d'intrants. Et là, on est plutôt sur des intrants de type produits phytosanitaires et fertilisants. Donc voilà, en GNSS, du moins, on est sur des usages qu'on a déjà vus ce matin. Un petit peu tout type d'intrants avec un usage quand même assez fort en grande culture. Le deuxième grand type d'outils, de résultats que je voulais partager avec vous, c'est finalement un usage un peu plus loin de la géolocalisation, qui est tout ce qui est modulation intraparcellaire. Donc là, c'est pareil, je refais appel aux résultats du séminaire que je vous avais présenté au séminaire ici même, je crois, il y a 1 an. Petit rappel sur ce que j'entends par là. On en a parlé ce matin, donc ça doit parler, je pense, à quasiment tout le monde. Mais pour rappel, voilà, c'est utiliser des données d'hétérogénéité spatiale à l'échelle de la parcelle, soit issues d'images aériennes, télédétection, avions ou drones, soit issues de données du sol, soit sur des capteurs embarqués, sur machines notamment, compilés à de la géolocalisation de plus ou moins haute précision, pas forcément du centimétrique, du métrique ça suffit, qu'on va intégrer directement dans des consoles de tracteurs pour appliquer plus ou moins d'intrants là où il faut. Les résultats de l'étude, c'était qu'on est aussi là sur quasiment de l'usage exclusivement en grande culture, céréales à paille, maïs, colza et tout ce qui est culture d'hiver. Et les intrants concernés sont essentiellement l'azote, notamment le dernier rapport, la fumure de fond et le semis. Là, on est quasiment sur que de l'usage en grande culture, donc c'est l'entrée que j'ai choisie pour aller un petit peu plus loin sur quelques spécificités sur ces intrants-là. Donc l'usage principal, je l'ai dit, je crois que c'est 3/4 des usages de la modulation intraparcellaire, c'est sur la fertilisation azotée, et notamment le dernier rapport en azote. Et on est quasiment que sur de la modulation à partir de télédétection, donc d'images aériennes, de données satellites. Donc pour rappel, vous avez ces données sur les infographies, c'est plus de 85% des données de télédétection issues de satellites, le reste se répartissant entre l'avion et le drone. Donc en grande culture, ça représente quand même 10% de la surface concernée, donc c'est quand même pas mal. Et le reste étant sur des capteurs embarqués type Greenseeker ou N-Tester sur machines agricoles. Voilà, donc on est sur l'usage quasiment que en céréales. Un des enjeux de fertilisation azotée, du moins un des facteurs d'adoption, et c'est pareil, on a parlé à l'instant, c'est la réglementation. Finalement, on est beaucoup sur de l'adoption de ce type de service pour répondre à des enjeux réglementaires, pour justifier d'une dose à apporter, etc. Oui, on est peut-être encore un petit peu loin de la reconception des systèmes. Oui, peut-être. C'est pas mon domaine, mais effectivement, c'est possible. Les 2 autres types d'usages qu'on peut trouver en modulation, alors j'ai groupé les 2 parce qu'on est sur quasiment le même niveau d'adoption. C'est ce qui est fumure de fond et sur ce qui est semis. Où là, donc on est sur des cultures plutôt à haute valeur ajoutée et dont la donnée source va surtout être la donnée du sol, notamment les paramètres géophysiques, les cartes de résistivité, de conductivité. Donc, pour rappel, c'est des électrodes qui vont circuler sur le sol pour voir un peu si le sol se comporte de la même façon ou pas tout au long sur toute la surface de ma parcelle. Ces données-là, ça représente moins d'1% de la surface en France. On avait fait une étude, c'était aussi ici qu'on en avait parlé. Donc, ça reste encore assez peu, même si je pense que ça se démocratise. Et c'est des données pérennes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait la mesure, on en a pour un certain nombre d'années où cette donnée est utilisable. Les enjeux, là, donc c'est tout ce qui est fumure de fond semis, je l'ai dit. En fumure de fond, une des spécificités, et pourquoi c'est encore peu utilisé, c'est parce qu'on module encore par des éléments uniques. On va faire de la modulation sur P, K ou MG, mais pas forcément tout en même temps. Donc forcément, en termes de pratique, on ne va pas forcément s'amuser à faire autant de passages que d'éléments. Donc c'est un des freins à l'adoption. En semis, on est sur des freins à l'adoption qui sont notamment liés à l'équipement, puisque les semoirs de précision sont encore des équipements plutôt haut de gamme. Donc
Donc voilà, en termes de modulation, j'ai choisi de me focaliser là-dessus parce que finalement, ça permettait aussi de reparler de télédétection, de résistivité et conductivité. J'ai surtout parlé de fertilisation et de semis. Je n'ai pas trop parlé d'irrigation, même si c'est finalement, là on a parlé de données du sol. L'un des usages des données de résistivité et conductivité, c'est aussi la gestion de l'irrigation. On en a déjà bien parlé ce matin, c'était très intéressant, couplé à par exemple des sondes qu'on peut trouver. Là, les usages sont principalement en arboriculture pour le coup, voire en maraîchage, et peu finalement encore en grande culture d'après ce qu'on a pu observer. Je vais maintenant parler d'une dernière technologie où les usages sont encore faibles, on en a aussi parlé ce matin, où là on est plutôt, alors on était jusqu'à présent plutôt sur l'optimisation encore, là on commence à s'approcher de la substitution, où finalement on a, j'ai qu'un exemple, c'est la robotique. Donc quels usages des robots pour la réduction des intrants? Il y a un exemple clair dont on a parlé ce matin, c'est le désherbage. Je voulais quand même parler un petit peu d'animal parce que c'est vrai qu'en introduction, ça a été bien dit, ça concerne pas mal de choses un animal. Ça concerne la nutrition, ça concerne les antibiotiques, ça concerne aussi tout ce qui est nettoyage, mine de rien, nettoyer des salles de traite, c'est pas rien, nettoyer des bâtiments, c'est pas rien. Donc il y a un usage assez développé de la robotique en élevage puisqu'on est à environ 11 000 robots qu'on peut trouver. Une grande majorité, ce sont des robots de traite. Je crois que c'est 4000 éleveurs équipés en robots de traite. Et ça représente 70% des équipements par les éleveurs. Et ce sont des robots indoor. Ah oui. Donc, ce qui peut expliquer aussi un taux d'adoption peut-être plus fort, parce que l'environnement est peut-être un peu mieux maîtrisé que des robots outdoor. Oui, l'environnement est mieux maîtrisé. C'est une étude qu'on essaie de faire en ce moment, d'ailleurs, de voir est-ce qu'il y a des usages et pourquoi, d'ailleurs, on ne peut pas trouver ces robots-là outdoor. Mais effectivement, l'un des facteurs d'adoption, donc j'ai mis en bas ici, vous avez des exemples de facteurs d'adoption. Et c'est intéressant parce que pourquoi s'équiper en robot de traite? Sur cet exemple-là, ce n'est pas forcément pour gagner en rentabilité. D'ailleurs, c'est plutôt, on ne peut pas dire que ça soit vraiment rentable de s'équiper en robot de traite, après ça se discute, mais c'est plutôt pour gagner en confort de travail, pour avoir une vie sociale, pour faire plein de choses. Et les arguments cités, c'est aussi, ça peut aussi participer au bien-être animal. Voilà, plein de choses. Ça peut se discuter, mais voilà, c'est les facteurs d'adoption qui étaient ressortis. J'ai parlé de nettoyage de bâtiments, il y a aussi tout ce qui est robots, les repousse-fourrages, les robots racleurs, etc., qui sont aussi des enjeux et qui peuvent participer à la limitation des usages des intrants. Et je pense que c'est intéressant d'en parler. En végétal, on en a parlé, des études qu'on a faites, et à chaque fois ça se confirme quand j'en discute, on est quasiment sur l'usage exclusivement des herbages mécaniques, sur du maraîchage. C'est vraiment ce qu'on va trouver. On est à quelques centaines d'exemplaires de robots qui sont commercialisés. Donc ça commence quand même à être utilisé. Petite précision, le périmètre des études, c'est France uniquement. France, oui. Voilà. Donc, à travers les robots, on commence aussi à parler là de facteurs d'adoption. On voit que la réduction des intrants, c'est pas forcément c'est pas forcément une fin en soi, une raison pour laquelle on va adopter un outil numérique. Ça peut participer à une stratégie plus globale. Je voulais aussi finir par une compilation de quelques freins à l'adoption. Pourquoi finalement on n'est pas sur un taux d'adoption plus élevé? On en a cité, on en a vu quelques-uns. Donc faire une petite compilation d'un peu tout ça, pas forcément aller dans le détail, mais à chaque fois dans nos études, quand même, on voit des choses qui reviennent et des messages à faire passer, donc c'est peut-être important de finir là-dessus. Il y a des freins techniques qui reviennent, c'est pas nouveau, tout ce qui est équipement, abonnement, coûts, optionnalités à débloquer, etc., des choses qui peuvent être assez lourdes par les agriculteurs, tout ce qui est interopérabilité, on en a parlé, là je ne vais pas aller forcément dans le détail. De grandes spécificités selon les filières, alors je n'ai pas forcément insisté là-dessus, mais on peut les voir à travers les différents dossiers qu'on a faits. D'ailleurs, j'en ai mis version imprimée sur une table à la sortie de l'amphi, si vous voulez voir. Les spécificités selon les filières, ça m'a notamment frappé en arboriculture, par exemple. Pourquoi on ne trouve pas plus d'outils ou de modèles pour gérer des ravageurs, tout ce qui est maladie? Ce qui était ressorti, c'est qu'il n'y a pas de modèle qui va aller parfaitement bien à mon besoin, à tel type de ravageur, sur tel type d'espèce, sur tel type de région. Il y a encore tellement de spécificités que ce n'est pas évident de trouver l'outil miracle. Donc c'est aussi il y a encore des besoins qui existent sur souvent des marchés de niche aussi, donc pas forcément d'outils qui vont répondre à tous les besoins. Le troisième frein, on en a parlé, le manque de visibilité sur la valeur ajoutée, sachant qu'on pourrait discuter longuement de qu'est-ce que la valeur ajoutée, est-ce que c'est gagner du temps, est-ce que c'est gagner en confort de travail, est-ce que c'est gagner en confort Pour faire le lien avec la présentation de Xavier, c'est quels sont les indicateurs qui qualifient la valeur ajoutée? Tout à fait, c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est assez récurrent dans les différentes études. À chaque fois, en fait, quand on cite valeur ajoutée, le premier terme qui revient, c'est la carte de rendement. Enfin, du moins en végétal, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter en rendement. Donc c'est effectivement une des façons de voir la valeur ajoutée. Ça peut se discuter. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose en ce moment. J'en ai sollicité plusieurs d'entre vous là, ces derniers mois avec Paul, qui était en stage avec nous.
On essaie justement de voir, puisque la carte de rendement est censée être un indicateur de si ma modulation marche bien, est-ce que c'est vraiment utilisé? Donc on est en train de faire l'étude, là, on va la sortir bientôt. La réponse est c'est pas trop utilisé quand même. Il y a de la marge de manœuvre pour plein de freins différents, la pertinence agronomique, le temps d'analyse par l'agriculteur. La moisson, c'est pas forcément la meilleure période pour passer du temps à analyser mes données. Beaucoup ont autre chose à faire. Puis le manque d'interlocuteurs identifiés pour aider à l'interprétation des cartes, pour m'aider à l'utilisation pendant ma moisson, etc. L'étude est en cours, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à me joindre, et je pense qu'elle sortira en janvier. Je ferai une petite infographie là-dessus. Et dernier point, pas des moindres, et là vous aurez l'occasion d'en entendre parler en fin de journée, c'est l'identification d'acteurs clés pour l'accompagnement à l'usage. La question notamment, ce qu'on se pose, c'est comment on intègre aujourd'hui le numérique dans le conseil agronomique, sur plein d'aspects, connaître l'offre de services, connaître l'offre en outils qui va bien répondre à mes besoins, de ce dont j'ai besoin. Comment répondre à mes questions aussi, tout ce qui est questionnement, qui porte le support à l'utilisation d'outils, qui porte le SAV, est-ce que c'est le concessionnaire, est-ce que c'est mon conseiller, est-ce que c'est mon distributeur, toutes ces questions qui se posent, quelle est la place des distributeurs dans cette chaîne de valeur, et puis comment les personnes qui ont envie d'accompagner les agriculteurs, comment s'y prennent aussi un gros besoin d'accompagnement à la mise en place des services, quel modèle économique va bien correspondre, etc. Donc, je n'ai pas de réponse. Oui. Les accompagnants ont eux-mêmes besoin d'être accompagnés. C'est ce que tu dis aussi pour mettre en place les bonnes stratégies, les bons modèles économiques. C'est ça. Et les formateurs ont besoin d'être formés aussi. C'est une boucle sans fin. Voilà, donc en gros, les messages clés. Je voulais juste passer un petit mot parce que ça fait quand même pas mal d'études qu'on a réalisées. On a fait 14 études depuis 3 ans. On a sollicité 66 partenaires. On a fait le compte, là, on s'est amusé. C'est beaucoup, donc grand merci à tous ceux qui répondent à nos entretiens, qui diffusent nos enquêtes, aux étudiants qui ont fait des stages, etc. Voilà, ça représente pas mal de monde. Et puis on a encore pas mal d'études à faire. Il y a plein de points qu'on n'a pas encore creusés et j'ai une liste longue de nouvelles infographies à réaliser. Donc il y a de quoi faire. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que j'ai oublié personne. C'est un peu stressant de rassembler les logos de tout le monde. J'ai toujours peur d'en oublier. Mais voilà, en gros, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente, je pense qu'on a une vision de l'écosystème de l'agriculture assez pertinente. Voilà, merci à tous. Merci à toi, Nina.